versant un petit peu d'eau sur le support, on va pouvoir constater simplement si l'eau pénètre dans un cas ou ne pénètre pas dans l'autre. Si l'eau pénètre, le support est poreux, ouvert. Si l'eau ne pénètre pas, le support est fermé. Dans l'exemple présent, on voit que sur le carrelage à droite de l'écran, l'eau ne pénètre pas, le carrelage étant un support fermé. Sur la gauche de l'écran, l'eau pénètre et donc c'est que le support est poreux, ouvert. Dans le cas d'un support ouvert, il faut utiliser le primaire support poreux. Celui-ci s'applique au rouleau tout simplement, en passe régulière et croisée, afin de bien fermer la porosité du support. Il sera donc utile pour aider l'accroche, mais surtout bloquer la porosité. Une porosité différente entre deux supports pourrait entraîner une légère différence de couleur une fois votre béton ciré sec. Bien entendu, le support aura été préalablement dépoussiéré, nettoyé. Le support doit toujours être sec, propre, cohésif. Dans le cas où le support était fermé, c'était l'exemple tout à l'heure du carrelage, mais ici éventuellement d'un support bois, il faudra utiliser le primaire support fermé tout simplement. Il s'applique de la même façon au rouleau en passe croisée et de façon régulière aussi. Alors, précision, le bois que vous voyez sur cet exemple peut être utilisé comme support dans le cadre d'un béton ciré. Ce qu'il faut cependant savoir, c'est que le bois est un matériau qui n'est pas vraiment inerte et qui risque de bouger à terme. Et malgré le plus grand soin que nous apportons à la fabrication de nos produits et surtout que vous allez apporter à la préparation et à l'application du produit, si le support bouge, il y a de fortes chances que votre béton ciré bouge avec, et donc si les planches de bois se séparent légèrement l'une de l'autre, le béton présentera une petite fissure. Préparation du mélange de béton ciré taloché dans la collection Robert Lonchal, fabriquée par Decomat Pro. Donc pour faire ce mélange, vous avez besoin de très peu d'outils, une visseuse, un petit mélangeur que vous mettrez au bout, et les seaux. Les seaux ont plusieurs formats, soit un format qui inclut 2 poches de liant, soit un format qui inclut 5 poches de liant. Vous aurez aussi besoin d'une balance de cuisine afin de pouvoir réaliser des petits mélanges, surtout les premières fois que vous utiliserez ce produit, afin d'éviter que le produit ne durcisse. Dans le seau, il vaut mieux donc diviser en plusieurs parties. Une poche de liant correspond à environ 2,2 kg de poudre, donc commencez par des tout petits mélanges pour vous habituer au produit. Ensuite, il vous faudra repérer sur l'emballage, il y a 2 palettes, la palette égalière et la palette 20 à brin, la couleur que vous souhaitez. La principale différence entre les 2 palettes de couleurs vient de la base de ciment qui est utilisée, donc la poudre qui est à l'intérieur du seau. Elle peut être blanche ou grise et vous pourrez ainsi obtenir une grande variété de couleurs selon vos choix. Repérez donc sur le couvercle du pot la couleur que vous souhaitez obtenir. Sélectionnez l'UCP, donc le concentré pigmentaire qui a obtenu la norme NF Environnement, ainsi que la quantité de pigment dont vous aurez besoin, en sachant que dans une poche de liant, on peut au maximum mettre une seringue entière. N'oubliez pas de vérifier la base que vous avez choisie. Vous pouvez tout à fait mélanger la totalité des liants avec la totalité de la poudre contenue dans le seau, le mélange étant bien proportionné, mais si vous souhaitez faire 2 passes et vous y prendre à 2 moments différents, il est conseillé de diviser tout simplement avec la balance de cuisine la poudre contenue dans le seau en 2 parts égales. Une poche de liant de 500 ml correspond à un petit peu moins que 2 kg de 100 g de poudre. Vous pouvez alors, une fois cette quantité de poudre sélectionnée, y ajouter le liant et faire votre premier mélange. Attention de bien obtenir une pâte homogène, bien entendu. Démarrez en mélangeant doucement
et petit à petit, vous allez pouvoir accélérer. Une fois ce premier mélange obtenu, vous allez pouvoir ajouter l'ultra concentré pigmentaire dans la proportion désirée pour obtenir la couleur que vous avez repérée sur l'emballage. Il y a des seringues graduées, donc c'est une opération très facile à réaliser. Et vous mélangez à nouveau de la même façon pour obtenir encore une fois un mélange homogène afin de ne pas créer d'irrégularité lors de l'application, irrégularité de couleur bien entendu. Le mélange est ainsi prêt et pourra être appliqué immédiatement. Application d'un béton taloché, d'un béton spatulé ou encore d'un enduit-béton coloré millimétrique. Le béton taloché est un produit qui va s'appliquer sur la plupart des supports. Il est relativement simple à mettre en œuvre puisqu'il s'applique sur 2 passes idéalement, sur une épaisseur qui peut varier entre 1 mm et 2 mm d'épaisseur. Bien sûr, on peut charger plus, mais cela prendra plus de temps et cela coûtera plus cher. Le principe, en fait, pourquoi 2 passes? On pourrait très bien appliquer ce produit en une passe. La difficulté étant que le grain de ce produit est tellement fin qu'il ne peut mécaniquement pas être appliqué épais et beau à la fois en une seule passe. Donc on passe 2 couches. La première étant la couche de préparation sur laquelle on va mettre de l'épaisseur, mettre de la charge, déposer la charge, ce que vous voyez sur ces images. Et plus tard, on passera une deuxième passe qui sera fine et de ce fait pourra être beaucoup mieux appliquée, plus serrée. Malgré l'épaisseur de la première passe, un applicateur expérimenté pourra faire, comme on le voit ici, une passe relativement propre. Un applicateur moins confirmé aura plus de mal à appliquer correctement cette première passe et de ce fait devra, entre les 2 passes, passer par ce qu'on appelle un frottassage, c'est-à-dire on prend une éponge très essorée, humide mais très essorée, et un peu comme si on essuyait un tableau, on essuie les défauts et on fait disparaître les défauts d'application de la première passe. Une fois ce frottassage effectué, on laissera un petit peu sécher le produit jusqu'à ce qu'il matifie, c'est-à-dire que l'empreinte du doigt ne marque plus dessus, et on pourra procéder à la deuxième passe. Donc comme expliqué précédemment, la deuxième passe est une passe beaucoup plus fine, et on applique directement le produit, toujours au platoir, de façon serrée, pour que le rendu soit parfait. Alors rassurez-vous, si vous n'êtes pas expérimenté, un ponçage ultérieur pourra encore vous permettre de rattraper les petits défauts. Autant cependant l'appliquer directement bien, comme vous le voyez sur ces images. Il faut appliquer le produit de façon irrégulière pour que les marques soient esthétiques, s'il y en a. 2 options. Soit on a laissé complètement sécher la première passe après l'avoir frottassé. Par exemple, on revient le lendemain et on va appliquer donc sur un support qui est sec et dur, on aura une application relativement matirée, marquée. Ou alors on travaille ce qui s'appelle frais dans le frais, ce qui est le cas ici. On attendra juste que le frottassage est matifié à nouveau, donc que le produit ne soit encore tendre mais ne marque plus à l'empreinte digitale. Et on travaille dans le frais, on applique directement la deuxième passe. L'avantage de cette technique, et que l'application de la deuxième passe est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile et moins texturée, moins matirée. Protection et finition d'un béton ciré, taloché ou spatulé. C'est une étape qu'il faut vraiment respecter et à laquelle il faut attacher une grande importance car il est vraiment dommage de gâcher par des tâches une application de béton qui peut être magnifique. Au préalable, le lendemain en général de l'application du béton, on va d'abord le poncer. Le ponçage permet d'enlever, donc pour une bonne application, c'est un égrainage à la main rapide comme cela. Ça permet d'enlever les petits défauts, les petites aspérités, les petites côtes d'application, car même un applicateur très performant aura toujours laissé des petits défauts. Une fois cette opération faite, il faut savoir qu'elle va en général blanchir, éclaircir en tout cas le béton, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, après un dépoussiérage, celui-ci retrouvera sa couleur d'origine lorsque l'on appliquera le vernis ou la protection. Alors attention, petit détail, un vernis solventé, une protection solvantée va rehausser la couleur. De la même façon, quand on mouille un béton, il fonce. Si on veut
éviter ce problème pour par exemple avoir la même couleur sur deux objets, un ayant été protégé avec une finition à l'eau, l'autre ayant été protégé avec une finition solvantée, il faudra impérativement mettre un imprégnateur, un fixateur de fond, qui a d'autres propriétés, mais qui notamment va d'abord boucher la porosité du béton, c'est ce que vous voyez ici, et donc éviter que le produit solvanté ne fonce la couleur du béton. On voit très bien dans l'exemple présent que après le ponçage, ce qui est en bas de l'image, c'était un petit peu plus clair et que l'application de l'imprégnation va redonner la couleur que le béton avait auparavant. Donc encore une fois, une protection solvantée peut être appliquée directement dessus dans certains cas, sur des petites surfaces, mais comme elle va foncer la couleur du béton, il y a des risques de marque de reprise de l'outil utilisé, le pinceau ou le rouleau. Donc vraiment l'application de l'imprégnateur est préconisée au préalable. On laissera bien sécher son imprégnateur, conformément toujours aux fiches techniques, et ensuite on va pouvoir appliquer en sol ou en mur un vernis ou une protection solvantée ou encore un vernis bicomposant solvanté selon le niveau de protection contre les taches que l'on souhaite obtenir. Bien entendu, la finition, la protection nécessaire pour protéger un plan de travail qui va recevoir des produits d'entretien, de l'huile, de la nourriture, sera forcément supérieure au niveau de protection que l'on attendra dans une pièce à vivre telle qu'une chambre ou un séjour. Surtout respectez bien les quantités préconisées dans les fiches techniques, car il faut déposer sur le béton au mètre carré la quantité indiquée. Ça peut être parfois en une couche, en deux couches, en trois couches. L'essentiel, c'est de déposer la bonne épaisseur de vernis pour qu'il soit réellement efficace. Et aussi, n'oubliez pas d'utiliser le bon outil, car un outil peut fonctionner pour un produit, mais pas forcément pour un autre.